Merci Marc d'avoir accepté mon invitation. Écoute, c'est un plaisir de se retrouver. On ne se croise pas très souvent, Non. mais. Donc tu es mon oncle. Eh oui, oui, mais oui, ma nièce. Je suis pas arrivé comme ça à m'intéresser aux Indiens par hasard. Il se trouve que moi, je voyageais un peu avant, un peu dans le monde. À une époque où c'était un peu plus exceptionnel qu'aujourd'hui, hein, parce que il n'y avait pas le tourisme de masse. Le début de l'histoire, c'est que je suis rentré à l'usine à 17 ans, j'étais un fils d'ouvrier et je suis rentré comme un fils d'ouvrier à l'usine pour être ouvrier. Et puis, pour des raisons qui sont un petit peu longues à expliquer, j'ai eu envie de plus de liberté, et alors que je m'y trouvais bien, Lucie d'ailleurs, je suis parti avec un sac sur le dos, j'avais une vingtaine d'années, pour me rendre en Afrique. C'était l'époque, pour les gens qui ont une soixantaine d'années s'en rappelleront, c'était l'époque où des jeunes partaient pour Katmandou. On les appelait les hippies, mais c'était souvent des fils de bourgeois qui avaient fait un peu d'études, avec des parents, et d'ailleurs on les a retrouvés ces gens-là après, pour une bonne part d'entre eux, effectivement, il y avait papa et maman derrière. Or moi, c'était pas le cas, il n'y avait rien de tout ça. Donc moi je décide de partir quasiment sans argent, mais ça c'est un choix. Il aurait suffi que je mette une ou deux payes de côté. Bon, je pars avec un sac sur le dos pour l'Afrique, en partant par l'Asie. Voilà, mais donc moi je ne vais pas sur Katmandou, oui, je pars par, notamment, alors il y a toute l'Europe, une partie de l'Europe, et puis la Turquie, la Syrie, puis à l'époque je traverse l'Irak, le Koweït, l'Iran un peu, des pays où relativement peu de gens allaient et où je ne rencontrais pas de voyageurs, c'est clair. Parce que c'était pas leur route, ils allaient plutôt pour découvrir un petit peu la fumette en Inde, encore une fois Katmandou, c'est cette époque-là. Bon, voilà, chacun son choix. Moi, pourquoi l'Afrique? Par contre, je n'en sais rien. Parce que j'avais pas. On n'avait quasiment pas de télé, il faut remettre ça toujours dans les années 68-70. Donc, toujours est-il que, allez, à un moment, je me retrouve en Afrique après avoir fait tout le tour de l'Afrique sur un bateau. Pas un bateau de voyageurs, bien sûr, un bateau de marchandises. Et là, je passe un certain temps en Afrique. Je rentre, entre-temps je connais les prisons au Tchad, alors que j'avais rien de fait vraiment répréhensible, sinon que je voyageais sans passeport, enfin bon voilà, mais rien de grave. Voilà. Je voyage, je voyage sur un dos de chameau, en vélo Solex, enfin plein de choses. Bon. Et à rentrer en France, je reprends mon travail à l'usine, parce qu'à l'époque, voilà, on vous reprenait, il y avait du travail pour tout le monde. Et puis, en parlant avec les gens avec qui je travaillais, je me rends compte que là, ça pouvait peut-être présenter un intérêt. J'avais fait quelques photos, des diapos, présenter un intérêt pour les autres. Je les mets bout à bout, je présente ça dans la ville où j'habite toujours d'ailleurs, Segré, une salle de 450 places qui n'existe plus maintenant est pleine, et je me rends compte que pour les gens c'est assez extraordinaire. Moi j'avais l'impression d'avoir vécu des choses. Je sais bien depuis que c'était pas ordinaire. Pas ordinaire de traverser le Sahara, alors un peu sur les chameaux, mais aussi sur des camions, d'attraper la gale, les prisons au Tchad, etc. Bon, c'est vrai que c'est pas ordinaire, mais de trouver en autostop ou avion stop quelqu'un qui me monte en Afrique. Bon, mais moi j'avais vécu ça comme ça. Bon. Donc suite à ça, je commence à présenter un peu mes reportages, tout en travaillant à l'usine, et puis je repars pour... J'avais traversé au passage la Turquie, j'avais trouvé la Turquie extraordinaire comme pays, et pour faire là un reportage sur la Turquie. Donc là, je commence quand même à penser un peu travail. Travail en disant, ces reportages-là, je pourrais les présenter. À l'époque, ça s'appelait des maisons des jeunes et de la culture. C'était des bons tremplins pour les centres culturels après. Plein d'artistes sont passés par les maisons des jeunes et de la culture. Donc, je fais un reportage sur la Turquie, là c'est déjà un peu plus élaboré, toujours avec des diapos, voilà. Et puis je rencontre un copain qui lui était plus branché musique, et c'était les années de Woodstock aux États-Unis. États-Unis, tout, et on part tous les deux pour les États-Unis, avec l'idée de traverser le Canada en stop l'hiver. Impossible, on ne l'a pas fait d'ailleurs non plus, on s'en est vite rendu compte dès qu'on a mis les pieds. Et là, je rencontre des Indiens. Et je me rends compte que les Indiens ne ressemblent pas,
Canada ou États-Unis, peu importe, la frontière, c'est pas eux qui l'ont choisi, ne ressemblaient pas aux Indiens que j'imaginais. Et là, je me dis, il faut que j'en sache plus pour les Indiens, sur l'histoire des Indiens, parce que j'en étais au stade où, peu de gens encore en sont là aujourd'hui, mais au stade de la petite BD, il n'y avait pas de reportage télé, c'est clair. Les films, on ne connaissait que le western, donc le gars de 20 et quelques années que j'avais, ne savait que ça des Indiens. Je commence à étudier, à rechercher en France ce qu'il y avait sur les Indiens, il n'y avait pas grand-chose. Ouais. Ce qu'il y avait, c'était éventuellement en allemand ou en anglais. Or, moi, avec le niveau d'études que j'avais des difficultés. Ça fait rien, je travaille, j'apprends l'histoire des Indiens. Et je me dis, là, je vais repartir et je vais faire un film documentaire. C'est une suite. Après avoir voyagé un peu dans le monde, je m'étais arrêté, on va dire, dans un pays qui était la Turquie. Et après un pays, je vais aller m'arrêter peut-être sur un peuple. Même si avec les Indiens, on évite de dire un peuple, on dit des peuples, parce qu'il y a vraiment des peuples indiens, ou amérindiens, comme on veut en Amérique du Nord, très différents les uns des autres. D'accord. Voilà, je suis arrivé aux Indiens. D'accord. Et comment tu as été accueilli là-bas? Alors, ce qu'il faut toujours se dire, c'est que, bon, on est en Amérique du Nord. Hein. On est encore une fois la France, il y a deux pays, Canada, États-Unis, il y a des provinces, il y a des endroits différents. Il n'y a pas les Indiens qui sont à un endroit et surtout pas à attendre Marc Beluet. Oui, non, ça. C'est sûr. Et à la fin d'ailleurs, même après ce voyage, ils attendaient toujours pas Marc Beluet. Ils avaient sans doute tort, ils auraient dû attendre, mais c'est autre chose. Non, mais j'ai toujours eu conscience. Alors, à chaque fois que je renouais des relations avec des Indiens, moi je dis indien, on est d'accord. Hein. Et effectivement, il y a des gens chez nous qui disent toujours amérindiens, mais les Indiens, quand ils parlent d'eux, en anglais, ils disent Our Indians. Oui. Donc, moi, quand je dis indien, on peut dire autochtone, on peut dire peuple premier. Ouais. Ça, ou les premiers habitants d'Amérique du Nord. Ça ne s'employait pas il y a 40 ans quand je faisais ce travail-là. Donc, avec indien, ça allait, j'ai toujours continué à dire indien. C'est pas leur manquer de quoi que ce soit. Oui, non, de respect, dire ça. Ouais. Mais encore une fois, j'ai fait mon film en 75. Hein, à cette époque-là, et d'ailleurs après mon film, on l'a pris dans des circuits où jamais c'était un Super 8, c'est-à-dire c'était un petit format. Dès qu'on agrandissait, on voyait plus très bien. Ça fait rien, on me prenait parce qu'il n'y avait rien sur les Indiens. Je l'avais appris que les Indiens, il y avait, on va dire, 8 façons de vivre très différentes en Amérique du Nord. 8 grandes régions. Alors, on imagine toujours l'Indien des plaines, chasseur de bisons, ça c'est une région. Dans une autre, il y a des Indiens qui sculptaient les totems, ils n'avaient rien à voir, ils n'avaient jamais vu de bison de leur vie. Et naturellement que sur un totem, il n'y a jamais eu une tête de bison, vu qu'ils ne savaient pas que le bison existait. Voilà. D'autres Indiens dans le sud-ouest des États-Unis, par exemple, hein, du côté, il y avait des Indiens Hopi, du côté du Nouveau-Mexique, et ils avaient des maisons en terre, en paille de maïs. Donc tout ça, je savais qu'il y avait des gens très différents, et passés dans les 6 régions, en sachant qu'aujourd'hui, ils vivent comme toi et moi. Ouais, mais à l'époque, voilà, coup, hein, il y avait, voilà. 40 ans, il y avait encore des différences, et comme moi, je voulais montrer comment c'était autrefois, donc il fallait que je reconstitue leur histoire. Ils ont toujours tendance à se méfier un peu des blancs, entre guillemets. Alors, quand on ne veut pas dire blanc, on dit des non-indiens, parce que ça pourrait aussi bien être des gens noirs ou asiatiques. Il n'y a pas que les blancs qui ont pas été sympas avec eux. Hein. J'ai rencontré aussi des intellos avec qui, là, on a échangé à un autre niveau. J'ai rencontré des révolutionnaires, j'en ai rencontré une bonne part d'entre eux. Ce sont des gens qui subissent la vie nord-américaine. Les chiffres chez les Indiens, c'est la moitié sont sans emploi, assistés sociaux, et c'est pas par hasard, la moitié sont drogués, alcooliques. Maintenant, mais à l'époque. Alors à l'époque, avant l'arrivée des Européens, non. Avant l'arrivée des Européens, ils vivent de leur travail. C'est-à-dire les chasseurs de bisons, pour revenir à eux, qui vivent dans les grandes plaines, qui vivaient dans les grandes plaines, chassaient le bison. Ils sont nomades, semi-nomades. Ceux qui sont agriculteurs vont cultiver du maïs. Le maïs nous vient d'Amérique, hein, comme d'autres produits. Vont travailler dans leurs champs, reviennent. Alors, par exemple, c'est certain. C'est ça qui était passionnant. Donc moi, je fais ce tour des États-Unis qui me prend à l'époque 4 mois. Voiture. À chaque fois, j'arrive chez des nouvelles personnes que je ne connais pas. Je vais frapper à des portes. J'avais facilement le contact. Quand on se couchait là, après avoir bu plus de raisons, c'est évident. Hein. Et puis quand on se réveille, on est dans la même maison que ces gens-là le lendemain. On fait partie du groupe. Oui.
Ouais. Alors que si, au bout d'un verre et demi, j'avais dit hop, je m'arrête, alors d'une part, j'aurais pas trouvé ça drôle, je vais me coucher, et ben le lendemain, ou devoir, ils sont pas d'une douceur, des fois, entre eux, ils se chamaillent, ils m'ont jamais trop cherché, mais enfin, des fois, il a fallu que je me montre, quand même, j'étais capable de me servir de mon physique. Est-ce que tu as vécu des rituels, là, du coup, d'intégration, justement, pour qu'ils t'acceptent dans leur communauté? Encore une fois, on n'est pas en Amérique centrale, en Amérique du Sud, où là, il y a des Indiens qui ont gardé beaucoup de contact encore avec la nature. Ouais. En Amérique du Nord, D'accord. ils ont tous été sédentarisés, même ceux qui étaient nomades, en sachant qu'un bon nombre étaient déjà des sédentaires. Mais ces sédentaires-là, qui étaient dans l'Est, on les a déplacés 2 ou 3 000 km plus loin, de l'autre côté du Mississippi. Donc, pas la même vie. Oui, Et on ne fait pas pousser les mêmes choses. Et puis là où ils faisaient un petit trou dans la terre pour mettre une tête de poisson pour que le maïs y pousse, on leur a imposé des tracteurs qui n'avaient pas envie. Voilà, Bon, donc ces gens-là, au niveau des traditions, c'est comme ça, c'est clair. Hein. Quand j'en parle, c'est parce que je l'ai vécu, et puis j'ai pas vécu dans un endroit, parce qu'encore une fois, j'ai fait une fois le tour États-Unis, Canada, et puis je l'ai refait après, puis j'ai fait en tout une quinzaine de voyages aux États-Unis, et à chaque fois, j'allais dans des endroits différents pour pas rencontrer les mêmes personnes. D'accord. Les traditions en Amérique du Nord, il en reste bien sûr, mais il en reste chez certains, il n'y en a plus du tout. Encore une fois, ils ont perdu leur langue. Ils font pas, aucun ne fait. Quelques-uns ont pu pendant un moment au Canada rester chasseurs. Quand ils sont chasseurs, c'est avec des moyens modernes, des pièges, des fusils, et il y en a de moins en moins parce qu'en plus, avant, ils mangeaient les animaux, maintenant, ils ont des boîtes de toutes prêtes, de conserve, etc. Les peaux d'animaux, c'est un petit peu en train de changer, et c'est heureux d'ailleurs. Hein. Voilà. Bon, donc tout ça, et donc il y en a de moins en moins. Aux États-Unis, il n'y a pas un Indien qui pouvait vivre d'une façon traditionnelle. Ceux qui pouvaient garder, ceux qui peuvent garder des traditions, c'est parce qu'ils sont assistés par les gouvernements. Et dans ces cas-là, alors on dirait assistés sociaux, mais les gens sont assistés sociaux chez nous parce qu'il y a besoin, voilà, c'est comme ça. Il y a besoin, c'est les conditions, il n'y a pas de travail pour tout le monde. Bon, là chez les Indiens, il n'y a pas que de ça, il y a aussi le fait qu'il y ait des traités qui ont été signés, qui ont dit quelquefois, tant que le gouvernement, quand je dis le gouvernement, c'est un peu plus compliqué aux États-Unis, vous versera. D'accord. Donc, ça ne pousse pas forcément à aller travailler, c'est clair. Et puis il y en a qui disent, de toute façon, ils nous doivent bien ça, les Américains. Hein. D'accord. Alors, et du coup, ces gens-là ils sont aussi pris par le système économique, parce que la bouffe, c'est la même pour tout le monde aux États-Unis. Oui, maintenant, ils sont plus autonomes comme avant. Ils sont plus autonomes. Aucun n'est autonome. Aucun. Ouais. Ce que je voulais, c'était retransmettre le mieux possible à mes compatriotes la façon dont ils avaient vécu, dont la colonisation s'était passée et dont ils vivent aujourd'hui. C'était ça, ça a toujours été ça. Alors voilà, il faut le savoir. Hein. Si je sentais une scène intéressante à filmer, je la filmais. Il avait repris un habit qui n'était pas un habit traditionnel de sa région, mais un habit des Indiens des plaines, parce que quand même les Indiens aujourd'hui, là, pas tous, c'est faux, mais quand ils veulent reprendre des habits, souvent des habits colorés, alors qu'avant l'arrivée des Blancs, il y avait relativement peu de couleurs, c'est des couleurs naturelles, des teintures naturelles. C'est avec les Européens qu'il y a eu du blanc, du rouge, des perles, etc. Hein. Et donc ils les utilisent beaucoup, et ils aiment bien les coiffes en plumes d'aigle, qui n'étaient portées que par certains Indiens, et dans les plaines uniquement. Il y a des Indiens qui n'ont jamais vu, d'ailleurs ils ont jamais vu d'aigle, et puis c'était pas leur coutume. Chez les agriculteurs, s'il y avait quelque chose, ça aurait pu être une décoration avec du maïs, par exemple. Hein. Voilà, c'était pas du tout. Ces habits en cuir à franges qu'on voit, ça c'est un Indien qu'on nous a montré en 1870 dans les plaines, mais ce ne sont pas tous. Il faut encore imaginer 40 fois la France. Hein. Donc des façons de vivre très différentes. Et donc moi, je ne leur demandais pas de jouer des scènes aux Indiens. Encore une fois, je vivais au jour le jour ce qui était possible. Et puis au bout d'un moment, je me disais, bon allez, il faut que je bouge un peu, il faut que j'aille ailleurs.
quelquefois, il y en a qui me disaient, si tu vas là, je connais quelqu'un. Du coup, comme ils étaient nomades, ils se rencontraient pas entre chaque peuple? Si. Ceux qui étaient nomades chassaient. Hein, et les chasseurs, bien, ils suivaient le gibier, où ils connaissaient les habitudes du gibier, qui tous les 2-3 ans passent au même endroit. Ils se trouvaient là, à les attendre à ce moment-là, que ce soit les bisons, que ce soit des animaux dans les forêts, et à ce moment-là, bien, avec d'autres tribus, terme tribu, admettons qu'on l'emploie, se regroupaient. Et c'était pour les petits groupes l'occasion de conclure des mariages entre guillemets, enfin des relations pour sortir, pour éviter la consanguinité aussi, hein, et puis aux gens de se rencontrer. À vrai dire, comme ça se passait dans une même région, on va dire sur, allez, admettons, comme on veut, 200, 300, 500 km, à l'origine, il y avait des origines communes, donc dans la langue, on allait retrouver des points communs. Mais si on commençait à élargir, après, ben, il y avait des langues différentes suivant les régions. On dit qu'il y avait 200 ou 300 langues parlées en Amérique du Nord. Une douzaine de grands groupes, et après, hein, il y en a eu jusqu'à 2000 langues différentes. C'est le terme qu'employé. Il y en a qui disent dialecte, les Indiens, là c'est un des points, ils me reprenaient, non, ils ne me reprenaient pas, mais j'ai compris qu'il fallait que je dise langue. Parce que dialecte, c'est un côté, c'est des sous quelque chose. Et on n'est pas des sous-hommes, ni c'est pas des sous-langues, c'était nos langues. Voilà. Le pays est assez grand pour qu'il y ait des langues différentes. Dans mon travail, ça ne ressortait pas en principe, et je peux le dire aujourd'hui. Hein, moi, j'avais plus de sympathie pour les Indiens qui avaient des revendications sur leur histoire, bien sûr, parce que je trouve que c'est complètement légitime, c'est clair. Et c'est pour ça que ça a beaucoup influencé ma vie après, et ma vie d'homme, ma vie de militant, parce que ça m'éclaircissait en voyant ces gens-là. Et c'est vrai que je me suis trouvé avec des Indiens dans des grandes manifestations qu'il y a eu dans les Black Hills à une époque où le gouvernement américain voulait exploiter, l'époque c'était de l'uranium je crois à l'époque, hein. Mais ça aurait pu être du pétrole, voilà, et ils disaient non, ça nos territoires sont sacrés. Là je m'étais trouvé dans ces mouvements-là, et tous les leaders indiens, ben, certains, j'ai vu un est disparu il n'y a pas longtemps encore, ben, ils avaient mon âge, donc on est dans des âges là où ça ne va pas durer éternellement. Il y avait des mouvements forts là, et effectivement moi je me retrouvais bien dans ces mouvements-là. Après, dans mon travail, c'est autre chose. J'en parlais, mais je disais aussi qu'il y a d'autres Indiens qui, eux, trouvent que le business, c'est très bien. Il y a ça. Il y a un côté, par exemple, on disait écologie. Ben oui, il y a des Indiens, on a dit que c'était les premiers écologistes du monde. Moi, je suis écolo. Par rapport au pétrole, charbon, uranium, notamment dans des régions des États-Unis. Et je l'écrivais après dans mes expositions que j'ai faites. Certains disent, eh bien, il y en a, exploitons, on va gagner plus d'argent. Et puis, on aura des plus grandes maisons, des plus grandes piscines. Bon, après, on en pense qu'on en veut. Il y a bien de nos compatriotes qui ne pensent qu'à ça, avoir plus grand, plus. Des Indiens aussi. Puis il y en a d'autres qui disaient, on exploite, mais pas n'importe comment. Pensons un peu que quand les industriels vont partir, on va avoir des terrains dans l'état, on peut l'imaginer. Donc, nous, ok, il faut que ça se passe sous notre contrôle. Or, pour être sous son contrôle, il faut quand même avoir des compétences, il faut avoir des ingénieurs, parce qu'ils n'ont pas beaucoup, les Indiens. Bon. Et puis il y en a d'autres qui disaient non. Dans le système économique actuel, ça ne nous intéresse pas. Alors, ils sont pas. Quand on dit réserve, c'est pas un terrain où ils sont enfermés, les Indiens circulent comme ils veulent. Hein. Ça a pu être comme ça au tout début des premières réserves dans les années 1900, ça a même été comme ça d'ailleurs, c'est clair. On leur construisait des maisons et on leur donnait à manger. Il y en a qui brûlaient la maison pour reconstruire un tipi dans les plaines. C'est pas on détruisait le tipi, non, c'est dans des maisons. On leur donnait à manger, des vêtements, il n'y avait plus de travail pour les femmes, pour les recoudre et tout, on leur donnait des vêtements. Là, ils devenaient totalement dépendants du ministère. On pouvait dire ils sont parqués sur les réserves. Aujourd'hui, les Indiens circulent comme ils veulent. Un Indien qui décide aux États-Unis de venir là demain, sauf les restrictions actuelles, là, il prend son billet d'avion, il vient. Et les citoyens américains, il n'a pas de choix, on leur a imposé. Même ceux qui ne voulaient pas. Il y en a qui ne voulaient pas, on n'est pas citoyen américain, c'est plutôt les Américains qui devraient me demander à ce qu'ils soient considérés comme des citoyens indiens. Il faut essayer de comprendre qu'un Indien qui est devenu mécanicien, par exemple, quand on passe sa journée, alors, dans un moteur ou sous la voiture, le grand esprit, là, c'est pas facile de le retrouver le soir. C'est un tout, les religions qu'avaient les Indiens, c'était un type de vie. En accord avec la nature, je serais plutôt agnostique, alors du coup on en parle un peu, puis je regarde un peu mieux, et effectivement, c'est-à-dire que je ne crois pas dans la présence de Dieu, mais les Indiens non plus dans l'ensemble, ils pensaient qu'il y avait des forces dans la nature. Des esprits, des esprits, oui, voilà, on peut appeler ou force, ou esprit, d'ailleurs dans mon travail, ça, j'en parlais, bien sûr,
Et moi, je pense aussi, parce que je l'ai pu le constater. Alors, alors c'est un petit peu compliqué dans des histoires qu'ils m'ont quelquefois racontées ou que j'ai pu voir un peu avec eux, puis que j'ai vécu en France aussi. Et en fait, les Indiens avaient des chamans, hein. Oui. C'est un guérisseur en fait, hein, qui soignait avec les plantes bien sûr en Mhm. partie, mais et les chamans. Et alors moi j'en ai rencontré là, mais jamais, je ne vais pas dire que j'ai eu de relation particulière avec un D'accord. chaman. Il y avait ce lien avec la nature, où il y avait le respect de la nature, vraiment, comme tu disais, de soigner avec les plantes. Ils avaient cette connaissance en fait de repérer cette plante et de se dire ça peut soigner telle chose. Ça et le reste, effectivement. Ça, si je suis devenu, encore une fois, et assez rapidement, il y a 40-50 ans déjà, de brancher écologie, après, il y a des moments où je suis relâché un peu, la vie a été assez trépidante, là, mais c'est pas par hasard, c'est parce que là, je l'avais appris des Indiens, aujourd'hui, c'est aussi difficile à vivre pour eux que pour nous. C'est un tout petit peu en train de s'arranger depuis quelques années. S'il y a une chose dont je suis réjoui, c'est ça, c'est de dire on trouve un peu des produits et des produits bio, etc. Alors que j'avais l'impression qu'on n'y arriverait jamais. Mais bon, il reste du travail à faire encore sur l'écologie. Hein, mais là, il y a comme un frémissement, semblerait-il. Mais donc pour les Indiens, imagine-toi aujourd'hui indienne en Amérique, tu as le même problème que toi aujourd'hui là où tu vis. Ils ont des médicaments maintenant, voilà. Ils perdent cette connaissance en fait. Forcément. On leur a pas laissé le choix. J'ai pris l'exemple pour l'école où on leur parlait la langue des colons, exception faite de quelques petites régions au Québec où c'était français, partout c'était l'anglais, la religion des Blancs, et après on les renvoyait sur leur réserve. La réserve, ils s'y sentaient étrangers. Parce que les parents avaient encore leur langue, eux, pendant 1 ou 2 ans dans un pensionnat, voire plus, la religion, respecter les chamans quand ça n'avait plus de sens. Donc ces gens-là, ils se sentaient plus vraiment indiens, puis pas encore vraiment américains. Et les gens qui ne savent pas très bien qui ils sont. Donc ça c'était valable pour les langues, mais c'était valable pareil pour les médicaments. Les médicaments, quand ou la médication par les plantes. C'est possible ça dans un certain type de vie. Quand on te coupe de cette vie-là, quand on te déplace de 1500 km, tu n'as plus les mêmes plantes, ça n'a plus de sens. Oui, tu n'as plus les mêmes repères. Tu n'as plus les mêmes repères, tu n'as plus de... Merci Marc pour ton partage et ton temps. Écoute, c'est un plaisir.